Imaginez un peu la scène. Il est 3 heures du matin. Et là, un bruit. Un grand bruit de verre qui explose vous sort d'un coup du sommeil. Le cauchemar. Le cauchemar absolu. Le cœur qui bat la chamade, on se lève et on découvre l'horreur. Une fenêtre complètement explosée. Le vent glacial qui rentre dans la maison. Et là, la première réaction, c'est la panique. Bien sûr. La deuxième, c'est la question « Ok, je fais quoi là, maintenant ?» C'est pile sur cette situation très concrète qu'on va se pencher aujourd'hui. Comment on trouve un vitrier d'urgence de manière efficace et surtout sans tomber dans tous les pièges. Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va au-delà de juste remplacer une vitre. C'est presque une étude de cas sur la prise de décision quand on est en plein stress, quoi. Ah oui, Les sources qu'on a analysées, elles proposent une vraie méthode, un cheminement pour passer de cette vulnérabilité à des actions qu'on maîtrise. L'idée, c'est vraiment de reprendre le contrôle. reprendre le contrôle, voilà, c'est ça l'objectif. Donc, on va décortiquer cette méthode, étape par étape. L'idée, c'est d'avoir une sorte de checklist mentale à la fin pour savoir naviguer dans cette jungle du dépannage d'urgence. On commence par où? C'est quoi le tout premier réflexe? Alors, le tout premier réflexe est sans doute le moins intuitif. Dans l'urgence, on pense tout de suite Google, artisan. Bah oui. Mais la première chose à faire, c'est de respirer un grand coup et de penser assurance. Le premier appel, c'est à son assureur. Ah ouais, j'avoue que c'est pas du tout mon premier réflexe. À 3 heures du match, je me dis qu'il y a personne, que je vais perdre mon temps. Pourquoi c'est si important de commencer par là? Parce que ça peut être une porte de sortie immédiate et surtout sécurisée. En gros, il y a 3 cas de figure où l'assureur peut devenir votre meilleur ami. Le plus simple, c'est si votre contrat a une garantie bris de glace. C'est très courant. Ok, Le deuxième cas, un peu moins connu, c'est l'assistance dépannage ou urgence. C'est un service fait pour ça, souvent dispo 24/7. d'accord. Et le troisième? Le troisième, et pour moi c'est le plus intéressant, c'est que l'assureur a très souvent un réseau. Un réseau d'artisans agréés, de confiance. Et là, l'avantage est énorme. C'est-à-dire? Mais en un seul coup de fil, non seulement on vous donne le contact d'un vitrier fiable, mais en plus on vous explique toute la procédure pour la prise en charge. Ça enlève 90% du stress, quoi. C'est le joker qu'on a dans sa poche. L'assureur, c'est la voie royale, donc. Mais bon, soyons réalistes. À 3 heures du matin, il y a de bonnes chances qu'on tombe sur un répondeur ou une assistance qui prend note, et puis c'est tout. Et on se retrouve seul avec son téléphone, face à l'océan qu'est Internet. Et c'est là que la vraie jungle commence. Exactement. C'est là que le mode panique peut nous faire prendre de très mauvaises décisions. Il faut vraiment y aller avec méthode. Les mots-clés, bon, ils sont assez logiques, hein. Vitrier d'urgence 24 heures sur 24, plus le nom de sa ville, ce genre de choses. Mais le plus important, c'est pas ce qu'on tape dans la barre de recherche. C'est quoi alors? C'est comment on analyse les résultats. C'est-à-dire? Moi, je vois une liste de sites, avec en plus les annonces tout en haut qui promettent une intervention en 30 minutes. C'est hyper tentant de cliquer sur le premier qui vient. Et c'est le premier piège. Il faut se forcer à prendre 1 minute 60 secondes pour scanner la page à la recherche de signaux de confiance. Le premier critère, c'est la localité. Est-ce que c'est un artisan qui a une vraie adresse dans ma ville? Ou est-ce que c'est une grosse boîte nationale sans ancrage clair? Un artisan local, ça veut dire des frais de déplacement bien plus bas. Et des avis clients. On nous dit tout le temps de lire les avis, mais entre les faux avis positifs et les gens qui râlent pour rien, comment on fait le tri dans l'urgence? C'est un excellent point. Le piège, c'est de regarder juste la note, les 5 étoiles. Non. Ce qu'on cherche, ce sont les commentaires récents qui parlent d'une situation d'urgence. Ah, ok. Il faut chercher les mots comme transparence, devis respecté, intervention de nuit. Un avis qui dit « super boulot, artisan sympa », ça nous aide pas beaucoup. Par contre, un avis qui dit « appelé à 2 heures, il est arrivé en 45 minutes et m'a bien donné le prix avant de commencer », ça c'est de l'or. D'accord, donc on cherche la preuve du professionnalisme dans des cas comme le nôtre. Mais alors, il y a un point qui a l'air super important et que beaucoup de gens ignorent, je pense. C'est le danger des grandes plateformes en ligne. C'est complètement contre-intuitif parce qu'elles ont l'air très pro, on les voit partout. Pourquoi il faut s'en méfier? C'est fascinant parce que tout leur modèle économique repose sur notre panique. Elles se présentent comme un guichet unique, simple, rapide. Oui, c'est ça. Mais en réalité, ce sont souvent des coquilles vides. Elles n'ont pas d'artisans à elles. Ce sont des centres d'appel qui captent la demande, qui prennent une grosse commission et qui revendent le chantier à un sous-traitant qui veut bien travailler avec elles. Et le problème, j'imagine, c'est qu'on n'a aucune idée de qui va vraiment venir chez nous. Précisément. Le sous-traitant, il peut être à 80 km. J'ai entendu des histoires où les frais de déplacement étaient plus chers que la réparation elle-même. Ah ouais. Ces plateformes, elles créent une opacité totale.
on ne maîtrise plus ni le délai ni le coût qui explose. Donc le conseil est vraiment simple. Toujours privilégier le contact direct avec un artisan qu'on peut identifier. Et ça veut dire quoi concrètement? Bien identifier l'entreprise. Qu'est-ce que je cherche sur le site pour m'assurer que c'est pas du pipeau? C'est très simple. Les mentions légales. Est-ce qu'il y a un nom d'entreprise, un numéro SIRET, une adresse postale, un numéro de fixe en plus du portable? Tous ces petits détails, ça montre que l'artisan il existe vraiment, qu'il est enregistré, qu'il est responsable. Une boîte qui cache ça, c'est un énorme drapeau rouge. Ok, c'est limpide. Donc je résume, j'ai évité les plateformes, j'ai trouvé un artisan local avec de bons avis et des mentions légales claires. Maintenant, l'étape la plus dure, prendre le téléphone. On est fatigué, on a froid, on stresse. Et il faut mener une sorte d'interrogatoire. Comment on fait pour ne rien oublier, Paul? Là, il faut vraiment passer en mode checklist. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions directes. D'ailleurs, la réaction de l'artisan à ces questions, c'est le test final. Un pro honnête, il y répondra calmement. Et s'il s'énerve ou qu'il reste flou? On raccroche. Immédiatement. D'accord. Alors, première question de la checklist alors. La première, c'est la disponibilité et le délai. Vous me confirmez bien que vous pouvez intervenir maintenant, en pleine nuit, et vous pensez arriver dans combien de temps à peu près? Ça permet déjà de voir si le 24/07 sur le site, c'est pas juste du marketing. Logique. Ensuite, la question qui fâche, l'argent. J'imagine que beaucoup de gens n'osent pas demander, et c'est une énorme erreur. Il faut être très précis. La question c'est, vous pouvez me donner une fourchette de prix, et surtout me détailler le coût du déplacement et le coût de l'heure de main-d'œuvre pour une intervention de nuit. Il faut vraiment séparer les deux. Un artisan sérieux, il doit pouvoir donner au moins une estimation des frais fixes. Ça a l'air simple, mais j'imagine bien la pression au téléphone, c'est pas facile de tenir bon. Absolument. Et certains jouent là-dessus. C'est pour ça qu'il y a une autre question, très maligne, à poser. L'intervention de cette nuit, ce sera bien une mise en sécurité provisoire. Ah, et pourquoi celle-là? Elle a un double effet. D'abord, ça montre que vous êtes renseigné, que vous savez de quoi vous parlez, et ensuite ça prépare le terrain et ça permet de cadrer le prix. Ça évite les malentendus. Et la dernière question, la plus formelle, vous me confirmez bien que vous me présenterez un devis détaillé sur place avant de commencer quoi que ce soit, et que je devrais le signer. C'est une obligation légale, mais le simple fait de le demander, ça agit comme un filtre. Un escroc, il sera très mal à l'aise. Un pro, pour lui, c'est normal. Cette liste de questions, c'est un vrai bouclier. Mais ça m'amène au point que tu as mentionné, la mise en sécurité. J'ai l'impression que la plupart des gens, moi le premier, s'attendent à ce que le vitrier arrive et hop, il remplace la vitre, même à 4 heures du matin. On se dit que ça va coûter cher, mais qu'au moins c'est réglé. C'est l'attente la plus classique et la plus grande source de problèmes. En fait, c'est une attente irréaliste. La plupart des vitrages, surtout les doubles vitrages, c'est du sur-mesure. Aucun artisan au monde n'a toutes les tailles possibles dans sa camionnette au milieu de la nuit. Donc, concrètement, il vient faire quoi? L'objectif numéro 1 d'une intervention d'urgence, ce n'est pas la réparation, c'est la sécurité. Sa mission, c'est de rendre la situation non dangereuse et de protéger votre logement. Donc, il va balayer et enlever tous les bouts de verre qui sont un vrai danger. Ok. Et ensuite, il va condamner l'ouverture. Selon les cas, il va poser un panneau de bois, une plaque de contreplaqué ou un film de protection spécial très résistant. Le but, c'est que vous puissiez dormir tranquille, en sécurité et à l'abri. Et le vrai remplacement, il se fait quand alors? Il se fait plus tard. Pendant sa première visite, l'artisan prend les mesures exactes. Ensuite, il commande le vitrage et il revient l'installer quelques jours après, pendant les heures de bureau. Comprendre ça, c'est la clé. Ça permet de gérer ses attentes et surtout de comprendre qu'on ne doit pas payer une fortune pour cette première intervention. On paie pour une sécurisation, pas un remplacement. C'est une distinction fondamentale. Alors, si on fait le bilan, on est parti d'une situation de panique totale et on arrive à un plan d'action super structuré. Comment on pourrait résumer cette méthode, Erwin? On pourrait la résumer en 4 réflexes pour passer du chaos à la maîtrise. Le premier, c'est le joker assurance. Toujours essayer cet appel en premier, ça peut tout régler d'un coup. Et si le joker ne marche pas, deuxième réflexe, la recherche lucide. Pas de clic impulsif. On prend 2 minutes, on cherche un artisan local, on vérifie ses infos, on scanne les avis qui parlent d'urgence. Voilà. Le troisième réflexe, c'est le filtre anti-plateforme. On se méfie des intermédiaires comme de la peste et on contacte toujours l'artisan en direct. C'est la base pour maîtriser les coûts. Et enfin, le quatrième réflexe, le verrouillage par téléphone. On utilise la fameuse checklist de questions pour valider le sérieux du pro, cadrer l'intervention et être sûr d'avoir un devis avant le moindre coup de marteau. C'est exactement ça.
Le filtre conducteur de tout ça, c'est la recherche de clarté, de contrôle, dans un moment où nos émotions nous poussent à faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas seulement de protéger sa maison, mais de se protéger soi-même financièrement et mentalement. On passe d'une posture de victime à celle de gestionnaire de crise. Et c'est un vrai changement de perspective, c'est sûr. Et en y pensant, cette approche très méthodique, elle pourrait servir pour plein d'autres situations. Ça me laisse avec une question, une fois que l'urgence est passée, bien sûr. Et si le meilleur moyen de gérer les urgences à la maison, c'était de ne pas attendre qu'elles arrivent? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je me demande si le vrai pouvoir, ce serait pas de se constituer tranquillement, à tête reposée, sa propre liste de contacts fiables. Un plombier, un serrurier, un électricien, des artisans du coin qu'on aurait vérifiés en amont, sans la pression de la fuite d'eau ou de la porte claquée. Est-ce que ce petit travail de préparation ne pourrait pas, au fond, transformer complètement notre façon de réagir face à un imprévu?